L'idée, c'est pas de vous donner une liste de règles à suivre, une liste de recettes qu'on pourrait appliquer. On en aura, on va donner des recettes, on va donner, au fur et à mesure des cours, des recettes à suivre. Mais ce qui est le plus important, c'est pas la recette, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses. Je ne veux pas que vous vous retrouviez dans votre potager en train de faire des choses et si quelqu'un vous demande: «Mais pourquoi toi tu fais ça? Moi je fais pas comme ça, j'ai jamais vu personne faire comme ça». Que vous sachiez quelle est la raison pour laquelle vous faites. Ou que vous ne vous retrouviez pas à dire, «Ben, je fais ça parce que j'ai vu quelqu'un qui faisait une formation et qui m'a dit qu'il fallait le faire». Ça n'a ça n'a aucun sens. Je pense qu'il est important de faire les choses parce qu'on sait pourquoi on les fait et on comprend pourquoi. Des fois, on doit faire des choses sans comprendre, mais là, en l'occurrence, il y a moyen de faire des choses en sachant pourquoi on les fait. Voilà, donc je vais commencer. Vous vous êtes déjà demandé peut-être, ou pas, pourquoi une plante poussait spontanément à un endroit, mais pas à un autre? On imagine souvent que si une plante pousse, c'est qu'il y a une graine de cette plante dans la terre à cet endroit-là. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas d'avoir une graine à un endroit pour faire pousser cette plante. Il faut qu'il y ait cette graine, mais surtout, il faut qu'il y ait les conditions pour qu'elle puisse germer. Dans chaque morceau de terre, il y a des milliers de graines que nous ne voyons pas, mais qui attendent une seule chose, c'est que les conditions pour qu'elles émergent soient réunies. Et donc, on dit qu'elles sont en dormance. Et de la dormance à la germination, heu, il faut que quelque chose change. C'est-à-dire qu'une graine qui est en dormance, elle va sortir si les éléments dont elle a besoin pour sortir sont réunis. Ce qui nous a amené à nous rendre compte qu'on pouvait analyser le sol, soit en faisant des prélèvements chimiques et en faisant des analyses chimiques des sols, des analyses bactériologiques des sols, mais on pouvait aussi observer quelles étaient les plantes qui poussaient naturellement sur ces sols et ça allait nous indiquer quelles étaient les caractéristiques qui composaient ce sol, puisque, comme je vous l'ai dit, les plantes ne poussent pas par hasard à chaque endroit. Et donc les plantes qui poussent en disent long sur la composition et la nature de votre sol. Et il y a un schéma qui se répète, c'est que la quand on prend un sol qui est nu, le but du sol, ça va être d'avancer vers la forêt. Petit à petit, étape par étape, se retrouver vers la forêt. Et on verra pourquoi, la forêt, c'est l'étape ultime et voulue par le sol. Quand on désherbe totalement, quand on arrache toute l'herbe, tout ce qui recouvre le sol, c'est comme si on vous enlevait la peau. Tout ce qui recouvre le sol, c'est pas comme un vêtement, c'est comme la peau. Donc le sol ne va pas pouvoir accepter de rester, la chair à l'air. Vous-même, vous ne pourriez pas vivre la chair à l'air. Donc ça va nous amener au stade 1. Le stade 1, c'est celui de la première année. C'est une explosion de plantes annuelles herbacées. C'est ce que nous appelons généralement dans nos potagers les mauvaises herbes. Hop, on me fait passer une information. Hem, Quelqu'un qui a du mal à se connecter. Là, je suis désolé, je ne peux pas gérer tout en même temps. Hem, donc c'est une explosion d'herbes de la première année. C'est celle qu'on appelle dans nos potagers les mauvaises herbes, que je préfère appeler les herbes indésirables et elles sont très efficaces. Leur but, c'est de coloniser rapidement toute la surface du sol. Et elles ont une durée de vie, elles ont des cycles courts d'une seule année. C'est-à-dire qu'elles vont germer, pousser, fleurir, arriver jusqu'à la graine et mourir. Tout ça en une seule année. Ça, c'est le premier stade. La deuxième année, on est toujours dans le premier stade, mais cette fois-ci, on va voir arriver des plantes bisannuelles qui ont une durée de vie qui s'étale sur 2 ans. Donc, au lieu de tout faire la première année,
elles vont pousser, elles vont germer, elles vont pousser. La floraison et la graine n'auront lieu que la 2e année et ensuite elle va mourir. Puis ensuite va venir le 2e stade. La 3e année, c'est des vivaces qui vont se mettre à pousser. Elles ont un cycle beaucoup plus lent. Elles peuvent vivre entre 3 et 100 ans et meurent chaque hiver pour renaître depuis les bourgeons qui sont sur les racines. L'étape 3, c'est l'étape des arbustes qui ont des tiges qui restent vivantes et chaque année, elles repartent des bourgeons depuis ces tiges. Et la dernière étape, ce sont les arbres. Alors, ce qui se passe dans notre potager, quand on sarcle toutes les herbes indésirables, quand on remue la terre, c'est qu'on reste bloqué au stade 1. Et ce stade 1, comme on a vu, c'est le stade où toutes les herbes spontanées indésirables germent en bloc, parce qu'elles sont là pour protéger notre sol. Et donc, on va s'acharner tous les ans à lutter contre des milliers et des milliers de graines qui sont présentes dans notre sol. Et si jamais on s'amuse également à retourner le sol, eh bien, on va remettre à la surface des graines qui sont enterrées là, parfois depuis des centaines d'années. Et on peut voir ressortir des graines de plantes que l'on avait oubliées, qui n'étaient plus dans la région, parce qu'on a retourné le sol. Donc, première étape, se dire que finalement, rester bloqué sur cette étape 1 où on va devoir se battre tous les ans contre des plantes dont la faculté première est de conquérir tous les espaces rapidement, va être très fastidieux et très gourmand en temps. Et ça, du temps, c'est trop précieux pour le passer à se casser le dos à arracher les mauvaises herbes. Dans le sol forestier, j'ai de belles images à vous montrer, je vous les enverrai, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Non, Marine, je n'ai pas prévu de parler du permafrost pour le moment. Tu m'expliqueras en aparté en quoi tu penses que ça a un rapport avec le sujet. Ça en a sûrement un si ça te vient à l'esprit, mais moi je ne vois pas. Dans un sol forestier, à la surface, vous avez des feuilles et des morceaux végétaux qui vont tomber. Juste en dessous, vous avez les mêmes, mais un peu plus tard, qui ont commencé à être dégradés par des insectes, par des collemboles, par toute une microfaune. Et juste en dessous, vous allez avoir ce qu'on appelle de l'humus. C'est une matière un peu noire, dans laquelle, entre ces deux matières, vous allez pouvoir voir des filaments blancs qui sont ceux des champignons. Et en dessous, on a ce qu'on appelle un complexe argilo-humique, et en dessous, l'argile. Ça, c'est si on prenait une pelletée de terre et qu'on la mettait à la surface. Où je veux en venir avec ça? Quand nous désherbons et nous mettons le sol à nu, nous n'avons plus que cette partie du fond, nous n'avons plus que le complexe argilo-humique. Enfin, nous n'avons d'ailleurs plus que l'argile ou les sables limoneux, etc. Donc, il nous manque tout ce qui va au-dessus, c'est-à-dire le complexe argilo-humique, c'est le mélange entre l'humus et l'argile, les matières en décomposition et les matières fraîches. Donc là, vous avez les vêtements, etc., jusqu'à la peau. Et on se retrouve avec un sol nu. Ce sol nu, il est à la merci de la pluie, il est à la merci du vent. Et donc, c'est pour ça que la nature lutte. Mais quand nous avons un sol forestier, bien couvert, la vie est en abondance, le cycle des minéraux assimilables par les plantes est en abondance. Et c'est pour ça que le lieu le plus efficace pour faire pousser les légumes, ce serait en bordure d'une forêt. Parce qu'en bordure d'une forêt, on aurait la possibilité d'avoir toute la lumière nécessaire pour faire pousser les plantes, mais aussi toute cette couverture et ce complexe argilo-humique et cet humus fourni par les arbres. Et donc, j'imagine que vous êtes en train de réfléchir à votre potager et essayer de faire le lien entre vos potagers et ce que je suis en train de raconter. Ce n'est pas sans rapport.
De même, quand on va dans un champ labouré, comme on a en agriculture conventionnelle, que l'on pourrait appeler en agriculture chimique et mécanique, si vous prenez un arrosoir d'une dizaine de litres d'eau et que vous vous placez au milieu du champ et que vous versez cet arrosoir, vous allez emporter toute la terre. Donc non seulement le sol n'a rien pour le protéger, mais en plus le sol disparaît à chaque pluie. Il paraît que nos grands-parents, quand ils voyaient un torrent en furie ou la Garonne qui débordait ou qui était bien gonflée n'était pas pleine d'eau boueuse. L'eau restait transparente. C'est l'arrivée de la mécanisation et du labour à outrance qui a amené ça. Le fait de mettre tous ces sols à nu. J'ai retrouvé des écrits qui montrent que jusqu'au XVIe et XVIIe siècle, le labour avait lieu après les semailles. Donc le labour avait pour objectif d'enterrer les graines. Aujourd'hui, les socs des charrues et nos bêches retournent le sol de 30 cm. On est passé de labourer pour enterrer des graines à des labours de 30 cm. Donc ça a plusieurs impacts négatifs sur le fonctionnement du sol. Ça en a également d'une manière très mécanique, c'est qu'on se retrouve avec des sols donc, qui sont lessivés, comme je vous l'ai dit. Les matières partent dans la nature. De plus, à force de passer la charrue toujours au même niveau, les agriculteurs sont bien conscients qu'ils créent ce qu'on appelle une semelle de labour. C'est-à-dire qu'à la limite à laquelle le soc de charrue arrive au fond de la terre, il se crée une surface très très dure, impossible à pénétrer pour les plantes. Et donc, on se retrouve avec des plantes qui, au lieu d'avoir des racines très très profondes, elles s'arrêtent au niveau de la semelle de labour. Et c'est la même chose qui se passe dans les potagers qui sont retournés tous les ans. La quantité que vous retournez mécaniquement chaque année, la profondeur que vous retournez chaque année, juste à l'endroit de cette limite où vous n'arrivez pas à aller en dessous, va se passer une semelle de labour qui fait que vos racines, elles vont rester dans ces 10, 20, 30 cm et bloquées. Et donc, elles n'auront accessible que les minéraux qui sont dans ces 10, 20 ou 30 cm et que l'eau qui est accessible dans ces 10, 20 ou 30 cm. Donc, on se retrouve avec le labour, avec des terres qui sont fragiles, qui s'en vont, et en plus, qui ne sont pas suffisantes et qui nécessitent des arrosages massifs parce que les racines n'ont pas accès. Il faut s'imaginer qu'une racine d'un arbre ou d'une plante est aussi profonde que la plante est haute. Donc imaginez nos maïs qui sont plus grands que nous, mais qui ont des racines qui sont bloquées dans 30 cm. Ils ne peuvent pas se développer de façon parfaite parce que le sol dont ils ont besoin ne leur est pas accessible, donc ils nécessitent des engrais et ils ont besoin également de beaucoup d'arrosage. Des arrosages qui s'émoindrent si on utilise d'autres techniques qui existent, hein, qui sont notamment beaucoup développées dans le Gers. Si des agriculteurs sont parmi vous, sont interpellés par cette affirmation, ils peuvent rentrer en contact avec moi, je les redirigerai vers des professionnels de l'agriculture. Non, utiliser. Alors, Molly me pose la question, est-ce qu'utiliser une grelinette est mauvais pour le sol? Justement, utiliser une grelinette n'est pas mauvais pour le sol parce que contrairement à la bêche ou au soc de labour, la grelinette, c'est un outil à dents que vous allez planter dans le sol et vous allez faire un mouvement avec. Donc, vous allez casser les mottes de terre, mais vous n'allez pas retourner le sol. Donc, vous allez pouvoir rendre des terres dures accessibles et friables. C'est très utile la première année pour installer un potager. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est utile. On peut faire le même travail avec une fourche. On enfonce les dents de la fourche, on tire un peu, on pousse, hop, et on recommence à côté. C'est très utile la première année.
Et puis, petit à petit, plus on va avancer dans un potager géré de façon permacole, c'est-à-dire l'ensemble des mesures que je vais vous présenter au fur et à mesure des cours, plus on va utiliser ces méthodes, moins ce genre d'outil va être utile. Pour faire simple, la 2e année de mon potager, hem, mes seuls outils pour planter, par exemple, un pied de tomate, c'était mes 2 mains. J'écartais mon paillage et je plantais mes mains dans ma terre et j'écartais ma terre à main nue. Parce que mon sol était vivant, parce que tout l'hiver, mes amis, la microfaune, avaient travaillé pour moi. C'est comme avoir toute une série d'ouvriers qui ne demandent rien, à part d'être nourris et d'être laissés tranquilles et qui vont travailler pour vous tout l'hiver. Nous ne sommes pas en hiver, donc nous verrons comment faire pour ceux qui n'ont pas encore de potager et qui souhaiteraient se lancer au dernier moment. OK. Le sol, c'est comme un grand appareil digestif capable de digérer toutes les matières organiques qui lui tombent dessus. Et ces matières organiques, bah, c'est les feuilles, c'est l'herbe, c'est des petits insectes qui sont morts ou même des plus gros animaux qui sont morts. Par exemple, une feuille qui va tomber va être digérée par une limace, va être grignotée par un ver de terre. Un bout de bois va être colonisé et digéré par des champignons. La matière organique est alors, on dit, minéralisée, c'est-à-dire dégradée et ramenée à des éléments minéraux qui sont assimilables pour les plantes. Ainsi, toute matière organique qui tombe au sol sera récupérée et tout sera réutilisé. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. À ce moment-là, je voulais vous montrer la vie des bactéries et les différentes bactéries que l'on trouve dans le sol. Et pour ce faire, j'avais choisi de vous montrer, et je vous l'enverrai, le schéma simplifié de la digestion humaine. Parce que cela va vous surprendre, mais les bactéries que l'on trouve dans la Terre sont les mêmes que l'on trouve tout le long de notre appareil digestif, et les mêmes aux mêmes endroits. C'est-à-dire, dans notre bouche et notre estomac, nous avons des bactéries que l'on appelle aérobies. Elles sont tout autour de la langue. Elles nous sont très utiles. Et si on prend le sol, elles sont présentes dans les premiers centimètres du sol. Comme nous, elles sont présentes dans les premiers centimètres de notre appareil digestif. Et ce sont exactement les mêmes. Pas juste de la même famille, exactement les mêmes. Il y a en parenthèse un enfant qui mange de la terre. Je ferme la parenthèse. Ensuite, on a ici les bactéries mixtes qu'on a dans l'estomac. C'est des bactéries qui... Alors, je reprends. Les bactéries aérobies sont des bactéries qui ont besoin de l'oxygène pour pouvoir fonctionner. Les bactéries mixtes, elles sont ici. Et certaines, enfin toutes celles qui sont ici, ont besoin d'air. Elles peuvent fonctionner avec un peu d'air et un peu d'absence d'air. Et les dernières, ce sont celles qui sont dans le côlon et qui sont dans les sous-sols de la Terre, sont des bactéries anaérobies qui meurent au contact de l'oxygène. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, imaginons que nous prenions des bactéries qui sont dans votre côlon et que nous les mettions dans votre bouche. Vous pouvez rapidement imaginer les maladies diverses et variées qui pourraient subvenir. Eh bien, c'est un petit peu ce qui arrive quand on retourne le sol. Quand on retourne le sol, on prend des bactéries qui ont besoin d'oxygène pour vivre, on les met là où il n'y en a plus. Et on fait, c'est exactement ce que l'on fait quand on retourne le sol. Donc, en retournant le sol, on détruit la vie du sol. Alors, les maladies, si elles meurent au contact de l'air, c'est que les maladies vont venir des déséquilibres qui vont subvenir. C'est-à-dire que pour être en bonne santé, vous avez besoin de toutes ces bactéries, de tous ces champignons qui colonisent votre corps. Vous vivez en cohabitation avec 4,5 kg de bactéries sur et dedans vous.
Euh, allez, je fais une petite parenthèse parce que ça me passionne. Et vous verrez, c'est intéressant. Même si certains, ça va vous déranger pas mal. Quand nous allons à la douche, en nous lavant, nous enlevons les saletés, le sébum que nous sécrétons naturellement sur notre peau et une grande partie des bactéries que nous avons sur notre peau. Beaucoup d'entre nous vont à la douche le matin. Ce qui se passe, c'est que quand vous sortez dehors, vous sortez à moitié nu, parce que vous avez bien des habits, mais vous n'avez plus cette couche de sébum qui protège votre peau, ni les bactéries qui sont vos bactéries, les bactéries de votre famille, celles qui se transmettent de génération en génération et qui sont habituées à votre habitat, à votre alimentation et à votre rythme de vie. Tandis que si vous vous douchez le soir et que vous allez vous coucher, pendant la nuit, le sébum va être resécrété sur votre peau, vos bactéries familiales vont vous recoloniser. Et les bactéries, elles fonctionnent, elles sont très territoriales. C'est-à-dire que si elles sont chez vous, elles font partie de votre organisme et elles vont protéger cet organisme des envahisseurs. Donc, si vous vous lavez le soir et que vous faites une petite toilette matinale, vous allez sortir de chez vous en étant protégé physiquement. C'est-à-dire que même les bactéries qui viendraient sur vous, si elles vont être combattues par vos propres bactéries. Voilà. Donc, en retournant le sol, tout ce rythme, tout ce fonctionnement disparaît. Voilà. Si certains ont d'autres questions sur les bactéries, je veux bien en discuter en aparté. J'ai plein d'autres histoires à vous raconter sur vos bactéries. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, je reprends. Donc, dans la Terre, il y en a des milliards par centimètre cube de terre, jusqu'à 10 ou 20 mètres en métropole et jusqu'à plusieurs centaines de mètres en Amazonie, en profondeur, dans le sol. Quand on retourne au sol, on détruit aussi tout le travail des vers de terre. Les vers de terre sont classés en 3 familles. Vous avez la première, c'est les petits vers de terre un peu plus rouges, un peu plus visibles, ils sont entre le noir et le rouge. On les appelle les anéciques. C'est des vers de terre qui vont se balader dans l'humus en décomposition. Ou si vous faites un compost, ou si vous avez un lombricompost chez vous, ce sont des vers de terre anéciques que vous avez. C'est des petits vers de terre qui se développent et se multiplient très rapidement et dont le travail est de dégrader toutes les matières organiques qui tombent sur le sol. Ensuite, nous avons des vers de terre épigés. C'est ceux que l'on voit qui font des petits turicules. Les petits turicules, c'est ces petits tas de terre. Ces petits tas de terre que vous trouvez au matin en sortant après une pluie. Et c'est eux qui vont faire des galeries dans ce sens, qui vont aller chercher de l'argile, venir manger de l'humus, dans leur estomac, mélanger tout ça, le digérer. Et tout ce qu'ils vont manger va devenir 2 à 7 fois plus concentré et directement assimilable par les plantes et les champignons. Donc les vers de terre sont très importants pour pouvoir structurer le sol, permettre l'absorption de l'eau en faisant ces galeries et nettoyer le sol. On s'est rendu compte que par cette action, les vers de terre vont purifier le sol. Et donc, si vous avez des plantes en pot et que vous avez beaucoup de turicules, vous pouvez vous amuser à mélanger ces turicules en les ramassant et à les mélanger avec du terreau. Et vous aurez donc un complexe argilo-humique très riche, totalement propre. Donc, en fait, on pourrait dire que les déjections de vers de terre, c'est de la terre propre. Leur travail, c'est de nettoyer le sol. Et on estime que si on ne touche pas à une parcelle de terre, il faut 50 ans. Oui, Philippe, souvent sous les ponts, on en trouve, oui, parce que... Alors, on les trouve sous les pots parce que justement, ils viennent là pour aller dans nos pots et sous nos pots chercher un petit peu d'humus, chercher un petit peu de compost. Et donc, sur une parcelle, en 50 ans, ils auront nettoyé et digéré l'entièreté du sol. Voilà.
Et ensuite, la dernière catégorie des vers de terre, on les voit très très rarement. Ils sont beaucoup plus profondément dans le sol. On les appelle les vers endogés. Alors, quelqu'un qui n'en voit pas dans son sol, on va en parler. Et donc, les vers de terre endogés, donc j'ai dit, les épigées sont à la surface dans l'humus. Les anéciques à la surface dans l'humus. Les épigées font les galeries dans ce sens, mélangent l'argile et l'humus. Et les endogés sont au fond et font des galeries très longues souterraines qui sont très utiles aussi pour faire toute l'infiltration. On les connaît moins parce que justement, ils sont beaucoup moins accessibles à l'étude. Voilà. Alors, David me demande 50 ans pour nettoyer le sol. C'est-à-dire que tu prends n'importe quelle surface, n'importe quel endroit, en 50 ans, les vers de terre, si on les laisse tranquilles, c'est-à-dire si on ne met pas de produits chimiques, si on ne touche pas au sol, en 50 ans, ils auront nettoyé tout le sol à cet endroit-là. Alors, Philippe nous partage qu'il a trouvé aujourd'hui qui faisait 30 cm de long. Donc, c'était certainement des vers de terre épigés. Quelqu'un disait, je n'en vois pas dans mon terrain. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Si on ne les voit pas, c'est sûrement parce que ça peut être parce que le terrain est compliqué pour eux ou difficile. Alors, si cette personne veut en savoir plus, il faudrait qu'elle m'envoie un mail en me décrivant la nature de son terrain, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qu'il y a ou pas. Des gros vers blancs, il faudrait savoir quelle est la longueur de ces vers pour savoir si ce sont des vers de terre ou si ce sont d'autres choses. Si ce sont des vers que vous trouvez dans votre compost, ce sont des larves de scarabées. Et c'est une très bonne chose. Non, les cétoines, oui. Il y a deux sortes de larves. Il y a soit les hannetons qui mangent des racines que l'on trouve. Alors, je peux me tromper entre les noms. Il y a les hannetons et les cétoines. Je ne sais plus qui est qui, mais peu importe. Ceux que l'on trouve dans le compost, ce sont des larves de scarabées et qui sont là pour dégrader le compost. Donc, ce sont des amis et ils font du très bon travail. Donc, ceux-là, vous pouvez les garder précieusement. Ce que vous allez trouver, par exemple, si vous avez un arbre qui est mort et que vous déterrez cet arbre, et si vous trouvez dans ces racines de cet arbre-là ces larves, il y a des moyens pour les reconnaître. Si des personnes veulent en savoir plus, vous m'envoyez un mail, pareil, et je vous enverrai des liens vers de la documentation. Là, ce sont des vers qui sont là pour s'attaquer aux racines. On les confond souvent, malheureusement, et donc on fait souvent un massacre de larves qui sont là pour nous aider. Mais ça n'a rien à voir avec les vers de terre. Bon. Mais on les retrouve également dans le compost. Il y a toute une série de microphones qui est passionnante et qui a chacune une utilité. Par exemple, les colamboles, c'est des petits insectes qui vont manger des champignons et les matières en décomposition. Et donc, en faisant ça, ils vont les rendre assimilables. Vous pouvez avoir des mille-pattes et des scolopendres qui vont manger ce dont j'ai parlé avant et qui vont, en se faisant, rendre assimilables les minéraux qui étaient présents dans ces insectes. En bref, c'est toute une vie qui se met en place. Quand on a un problème d'insectes ou quand on a un problème avec une catégorie de la microfaune, ça sera un des sujets du prochain cours. Quand on a des invasions multiples et variées, quels sont les problèmes? Et souvent, on verra que c'est des problèmes d'équilibre. Et que pour et pour que tout se passe bien, il faut aller et se... Alors, David Trippé m'a posé une question en privé, mais j'ai pas eu le temps de la lire. Est-ce que tu peux me lire la question? Ah oui, David, si tu m'écris en privé, en fait, j'ai pas la possibilité de la voir. Alors, par rapport aux vers asiatiques, Philippe parle des vers asiatiques. Ce sont des vers qui sont un peu maximum de cette taille, qui sont plats et noirs, qui ont deux pointes, une pointe à chaque bout. On ne sait pas trop s'ils sont brésiliens ou asiatiques. En tout cas, ils ne sont pas d'ici. J'ai vu ta question, David, j'y répondrai après. Donc, je reste sur ce ver. On est envahi par ce ver qui n'est pas mangé par les poules. Certains voulaient s'en débarrasser en le donnant aux poules, mais en fait, on n'a pas trouvé pour l'instant de prédateurs pour ces vers.
Mais par contre, ces vers sont des prédateurs de vers de terre, sont des prédateurs de limaces et d'escargots. Alors, c'est inquiétant pour les zones où les vers de terre sont déjà affaiblis. Ça l'est un peu moins dans les potagers qui fonctionnent globalement bien parce que la faune, le nombre de vers de terre s'équilibre en fonction de la quantité de nourriture. C'est-à-dire que le nombre de vers de terre va s'adapter à la nourriture qu'il y a. Donc si on a beaucoup d'aliments pour les vers de terre dans notre potager, même s'il y a des prédateurs à vers de terre, eh bien, ça va s'équilibrer. C'est-à-dire que les vers de terre automatiquement adaptent le nombre. Je ne sais pas par quel biais ils le font. Et je ne suis pas sûr qu'on ait étudié ce biais-là. Peu de personnes étudient les vers de terre. Et le seul professionnel qui étudiait les vers de terre, Marcel Boucher, est à la retraite. Certains reprennent ces études, mais c'est assez compliqué aujourd'hui de pouvoir passer toute une vie à étudier les vers de terre. Il n'y a pas grand monde pour subventionner ces recherches-là. Donc pour revenir à ce ver agressif, s'il mange des vers de terre, et s'il en mangeait en grande quantité, ce n'est pas grave. Les vers de terre, comme il y a beaucoup de nourriture, se multiplieraient en quantité. Voilà, c'est plus embêtant dans des endroits où les vers de terre sont déjà en difficulté. Néanmoins, si vous trouvez ces vers noirs plats avec un triangle à chaque bout, une pointe à chaque bout, ouais, vous pouvez essayer de les détruire. C'est un peu compliqué. Il paraît que si on les coupe en deux, une partie peut repousser. Bref, c'est pas cool. On ne sait pas, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Philippe, tu peux essayer de les noyer, oui. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Bon. Marine propose de les passer au feu. Je ne sais pas s'il y a des amis des animaux parmi nous. La torture est déconseillée. Et Molly propose de les griller parce que les Chinois adoreraient ça. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je vous déconseille de les manger. Quelqu'un nous dit que la recommandation officielle serait de les brûler. Je vous avoue que je ne suis pas allé chercher la recommandation officielle. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, c'était un problème, mais que si nous prenions soin de nos vers de terre, et ça sera mon mot de la fin sur ce sujet-là, prenons soin de nos vers de terre et ils ne craindront pas ils ne craindront pas ce genre de prédateurs. D'ailleurs, un autre prédateur des vers de terre que nous aimons beaucoup avoir dans nos jardins, c'est l'hérisson. L'hérisson mange les limaces, mais il mange aussi les escargots et également les vers de terre. Et ça ne nous pose aucun problème parce que nous savons que dans nos potagers, les vers de terre sont bien accueillis. Donc, ils se multiplient. Et donc, il y en a pour tout le monde. Après la vie des insectes, il y a... Ah, la question de David, c'était... Ah oui, par rapport... il me semble, David, tu me... Alors, quand tu plantes, oui. tu creuses et mets du compost ou de la matière organique dessous. Alors, on essaie de ne pas enterrer la matière organique. On la met en surface. Si, quand on fait un petit travail du sol avec une grelinette ou une fourche, on incorpore un petit peu de matière organique dans les premiers centimètres, ce n'est pas du tout un problème parce qu'elle pourra continuer d'être dégradée et assimilée par toute une série d'insectes et de bactéries et de vers de terre. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de mettre en profondeur de la matière organique qui, normalement, est dégradée par toute une faune et par des bactéries qui sont aérobies et qui ne sont plus présentes en dessous. Exception faite pour le bois, puisque quand un arbre meurt, il y a autant de quantité de bois à l'extérieur que sous terre. Et ce bois finit par être décomposé. Donc, la dégradation des matières organiques qui sont en profondeur se fait, mais beaucoup plus lentement. Donc, il vaut mieux éviter. Quand on laboure également, ce qui se passe, c'est que les herbes qui étaient en surface se retrouvent enfermées dessous et profondément. Et donc là, elles putréfient. C'est-à-dire qu'elles ne se décomposent plus, mais elles pourrissent. On a l'habitude de dire qu'une pomme pourrit, mais en fait, une pomme se dégrade. Quand il y a putréfaction, c'est-à-dire que les choses sont dégradées au travers de bactéries qui sont anaérobies. Quelqu'un a son micro ouvert. Est-ce que vous pouvez vérifier, s'il vous plaît, votre micro, qu'il soit bien fermé? C'est une petite icône en bas, à gauche, normalement, il me semble. Les applications, en fait, Il elles doit sont être comme ça. rouge. S'il est Elles sont blanc, là-dedans. c'est que votre micro est ouvert. Alors, Florence demande comment faut-il mélanger le compost dans le potager.
On le mélange pas. On le dépose à la surface et c'est la microphone qui va se charger de le mélanger. Euh, Alors, on me demande de fermer le micro de la personne. C'est moi qui ai le micro. Je vais voir ça. Ah, mais tu vois, toutes tes applications, regarde, Mais attends, fais ça. Non, c'est bon, je pense que tout le d'écouter, j'ai le monde. micro. D'après ce que Ah, si, il y a encore une personne. C'est ça, encore une personne, la famille, le bon. Alors. Comment je fais pour... Ah, ben c'est bon. Je pense que c'est bon. Ok. Excusez-moi, je reviens. Désolé pour cet intermède technique. Donc là, dans les discussions, on me demandait, faut-il mélanger le compost dans le potager? Donc le compost que l'on va étaler au potager, on va laisser la microfaune du flore se charger, la microfaune du sol se charger de la mélanger pour faire ce complexe argilo-humique. Quand on installe un potager, ce n'est pas grave de mélanger ces matières dans les premiers centimètres, mais ce n'est pas forcément utile de le faire vraiment nous-mêmes. On peut l'intégrer. Beaucoup de maraîchers le font, d'intégrer, mais vraiment dans les premiers centimètres. Ils facilitent, en fait, ils anticipent un peu le travail des vers de terre. C'est pas forcément le plus efficient, mais quand on installe un potager la première année, ça peut être, c'est pas négligeable à faire. Et donc, on va arriver sur les champignons. Si certains ont déjà eu le temps de lire le manuscrit que je vous ai envoyé, ils sont déjà au courant de pas mal des informations que je vais donner à ce sujet. Et le champignon, c'est aussi l'une des découvertes qui m'a fasciné. Intuitivement, on pense que les plantes s'alimentent toutes seules. Et en fait, on s'est rendu compte que la majorité des plantes sont pas bonnes pour s'alimenter toutes seules. 90% des plantes s'alimentent grâce et au travers des champignons. Et donc, 90% de ces plantes ne peuvent pas pousser sans ces champignons. À la belle époque ou la sombre époque des colonies, on avait amené dans certaines colonies françaises des pins, des landes, parce que notre but, c'était de les multiplier. C'est un arbre qui pousse rapidement et on peut l'utiliser c'était utilisé pour les mâts des bateaux. Et on a amené des arbres et on les a plantés. Et ils poussaient jusqu'à 15 cm et arrêtaient totalement leur croissance. Jusqu'au jour où, en plus des pépins de pommes de pin, on a amené des arbres directement en pot. Et donc, ce faisant, sans le savoir, on avait amené les arbres plus les champignons qui cohabitaient avec eux et qui leur permettaient de se développer. Et ainsi, on a pu cultiver ces arbres-là dans des lieux d'où ils n'étaient pas issus. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à comprendre que le rôle des champignons. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que sans les champignons, les plantes poussent très très mal et fonctionnent très très mal. Ce qui se passe, c'est que la racine d'un arbre et un champignon vont se rencontrer. Et à l'endroit de cette rencontre, ils vont fusionner. Cette mycorhize, ça s'appelle une mycorhize, cette fusion. Et la mycorhize, c'est un mélange des cellules du champignon et des cellules de l'arbre. C'est vraiment un mariage. Ils vont s'épouser, sauf qu'ils ne sont pas sur une racine de pommier. Au centimètre carré, on peut avoir plusieurs dizaines de champignons différents. Et c'est valable sur toutes les plantes. Et ces champignons, c'est un petit peu les dealers communistes du monde animal. Pourquoi dealers? Parce que, en fait, les champignons, nous, on connaît la partie, on connaît le bolet, on connaît le cèpe, on connaît le champignon de Paris. Et cette partie-là que nous mangeons, c'est juste l'appareil reproducteur des champignons. Tout le reste nous est inconnu. Tout le reste se passe sous terre. Quand vous prenez un tas de feuilles ou d'herbes en décomposition, vous voyez une petite matière blanchâtre avec des petits filaments. Et bien ça, ce sont les champignons. Et la majorité des champignons, ce sont ces petits filaments blancs. Quand les champignons, pour se développer, ils ont besoin de sucre. N'ayant pas
la photosynthèse, ils ne peuvent pas les fabriquer, contrairement à toutes les Ça se plantes trouve depuis avant, il te voit. qui, par la photosynthèse, fabriquent des sucres. Donc, il va s'installer un marché entre les plantes et les champignons. Les plantes vont fournir des sucres aux champignons et en échange, les champignons on a vraiment un problème apparemment. Est-ce que la famille Leblond peut fermer son micro, s'il vous plaît? Visiblement, c'est dérangeant et moi, je ne vois pas. J'ai oublié comment je faisais pour pouvoir les couper. Ah oui, en fait, c'est ma faute. Je n'ai pas pris le rôle d'animateur et donc je ne peux pas faire cette manipulation de couper moi-même les micros. Désolé. Donc, je reviens à mes moutons, ou plutôt mes champignons. Les champignons vont, comme je vous l'ai dit, récupérer du sucre qui va leur être fourni par les plantes et en échange, vont leur fournir tous les micronutriments dont ils ont besoin. Ils peuvent même leur fournir de l'eau, aller chercher en profondeur de l'eau. Les champignons vont se spécialiser dans les sources, dans ce qu'ils vont chercher. Certains vont se spécialiser dans le phosphore, d'autres dans la récupération du fer, etc. Chaque micronutriment va être récupéré, rendu assimilable par les plantes et vendu aux plantes contre du sucre. Et en fait, les plantes vont fabriquer jusqu'à 20 à 25% de leur sucre pour les champignons. Alors, ça a l'air important, 20 à 25%. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte, quand on a testé les engrais chimiques, que c'était magique. Une plante à qui on donnait des engrais, la première année, multipliait sa fructification de 20%, comme par hasard. En fait, ce qui se passait, c'est que, étant nourries chimiquement, les plantes ne trouvaient plus utile de s'associer à des champignons, puisque son jardinier était là pour la nourrir directement. Sauf que, quand un jardinier met de l'engrais, il met 3 nutriments dans le sol. De l'azote, du phosphore et du potassium. Parfois, de temps en temps, on rajoute quelques oligo-éléments. Mais ce sont 3 micronutriments. Sauf qu'une plante, pour se développer, on a listé jusqu'à 24 nutriments. Et encore, ce sont les nutriments qu'on connaît, qu'on a pu comprendre, suivre et évaluer. Si ça se trouve, il en existe même d'autres. Quand on met de l'engrais à une plante, Tu cliques sur ton truc, elle va être sous perfusion et comme ça. elle va avoir les éléments nécessaires à sa croissance. Par exemple, le pied de tomate va avoir les éléments nécessaires à avoir des tomates, mais ces tomates n'auront pas tous les micronutriments qui sont nécessaires à sa bonne santé et à sa protection. Donc, il va falloir la protéger chimiquement par d'autres produits. Il va falloir tuer les insectes qui pourraient venir, etc. Mais surtout, si cette plante n'est pas alimentée par les micronutriments qui sont nécessaires pour qu'elle soit en bonne santé, cela veut dire également que nous qui allons manger les fruits et légumes et céréales de ces plantes qui ne sont pas alimentées correctement, eh bien nous-mêmes, nous allons être en carence de ces micronutriments. Où il va nous falloir manger beaucoup plus d'aliments pour avoir les mêmes micronutriments. Sauf que le problème, c'est que si on mange plus, on va se retrouver avec d'autres nutriments en trop grande quantité. Les protéines seront en trop grande quantité, les fibres seront en trop grande quantité. Le problème ne se base pas sur fibres, protéines, etc., les nutriments principaux, mais sur les micronutriments. Ceux qui ne sont pas nécessaires à ce que l'on soit en vie, mais ceux qui sont nécessaires à ce que nous soyons en vie, en bonne santé. D'ailleurs, quand on étudie un peu plus à quoi servent ces nutriments, une bonne partie sont des anticancéreux naturels en fait. Donc il est possible qu'une partie des cancers que nous avons et de l'explosion des cancers dans nos sociétés soit due à une alimentation pauvre en ces micronutriments. C'est possible. Je n'ai pas d'études à vous proposer qui le
qui le prouverait, mais ça semble logique. Et ces champignons, pourquoi je dis que ce sont les dealers communistes? Donc, dealers, on a vu, ils font du marchandage avec les plantes. La seconde chose qui se passe, c'est que quand on met un engrais chimique, non seulement on coupe le marché qui existe entre les champignons et les plantes, mais en plus, physiquement, on brûle et on tue les champignons. Et d'ailleurs, les champignons, c'est comme les bactéries tout à l'heure pour votre corps. Certaines maladies sont dues à des champignons. Mais si vous avez un potager où il y a beaucoup de champignons qui trouvent de quoi se nourrir, ces champignons vont protéger vos plantes. On s'est rendu compte que le fait d'être en contact avec les champignons va protéger les plantes des attaques des champignons. On n'a pas exactement compris tous les tenants et les aboutissants, mais en faisant des études sur des plantes qui étaient mycorhizées et non mycorhizées, et en les attaquant avec des champignons toxiques, des champignons prédateurs, on se rendait compte que celles qui étaient mycorhizées se défendaient mieux que les autres. C'est pour ça que moi, dans mon potager, je n'avais jamais de problème de maladie. C'est l'une des raisons pour laquelle je n'avais jamais de problème de maladie. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de maladie, je vais être incapable de vous dire comment lutter contre ces maladies parce que la seule chose que je peux vous expliquer comment faire, c'est comment avoir un potager qui fonctionne de façon normale. Et quand on a un potager qui fonctionne de façon normale, on n'a plus de problème de maladie. Et si on a une plante qui est attaquée par une maladie, c'est tellement minime par rapport au reste de notre potager que l'on n'est pas embêté. Et donc, quand chez nous, tout le village était rempli de mildiou et que personne n'arrivait à avoir des tomates, mes voisins se demandaient comment ça se faisait que j'avais des si belles tomates. J'habitais dans un village de 6000 habitants et on me parlait de tous les voisins qui avaient des tomates envahies par mildiou. Et moi, j'avais la même météo, j'avais la même terre, mais je n'avais pas une seule tache de mildiou sur mes pieds de tomates. Donc, le fait... Non, David, tu n'as pas besoin d'introduire manuellement tes champignons. Et les champignons sont présents dans le sol. Et on va juste mettre en place des choses qui vont permettre à ces champignons de vivre à l'aise avec ce qu'il faut pour qu'ils puissent se développer. Mais toutes les choses qui sont nécessaires pour la vie du sol sont présentes dans le sol. J'ai des amis à ma sœur qui sont partis en Afrique proche du Sahara, dans des lieux où on n'avait jamais vu des vers de terre. Et ils ont commencé un compost. Et au bout de 2 ans, ils ont vu des vers de terre arriver. Ils ne les ont pas introduits. On ne sait pas où ils étaient, mais ils sont revenus à la surface. Donc même dans les déserts, on peut retrouver tout ce dont on a besoin. C'est juste qu'il faut prendre soin de notre sol pour pouvoir permettre à tous ces auxiliaires de revenir. Les champignons, toujours. En étant en contact avec plusieurs... en fait, le champignon, non seulement il va être en contact avec votre pied de tomate, mais il va être en contact avec tous les autres champignons autour et il va même être en contact très loin. On a fait une expérience une fois en Russie. On a nourri une souris avec je ne sais plus si c'est du phosphore ou du potassium, je crois que c'est du phosphore, dont on avait changé la radioactivité pour pouvoir le suivre. Donc, cette souris a mangé du phosphore radioactif. On l'a mise dans un champ et on l'a tuée. On l'a mise dans un champ et on a suivi le phosphore radioactif à la trace. On voulait savoir comment se répandait le phosphore. Et on s'est rendu compte que le phosphore, on l'avait retrouvé partout à la ronde sur 1 hectare. Et donc vient là le côté où je dis que c'est un dealer communiste ou communautariste, c'est-à-dire qu'il vit avec toute une communauté. Et plutôt que si le champignon était capitaliste, il tomberait sur une mine de phosphore, il emmagasinerait dans ses réserves tout le phosphore et il le vendrait contre le sucre avec ses plantes. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend, quand il tombe sur une mine de phosphore, par exemple, il va prendre le phosphore dont il a besoin pour lui et pour les plantes avec lesquelles il est en communication commerciale, et il va distribuer à la communauté son surplus de phosphore. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est intelligent.
Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la souris, elle est morte ici. Je vais venir sur la communication des arbres. Aujourd'hui, le phosphore, il est tombé par le biais de cette souris au-dessus de ce champignon. Mais demain, l'oiseau va mourir un peu plus loin, ou le chat va attraper une autre souris encore un peu plus loin. Le fait de partager toutes les ressources permet à chaque champignon d'avoir toujours en quantité nécessaire tous les nutriments dont il a besoin pour lui-même et pour lui-même et pour les plantes dont il prend soin. Alors, pour prendre les questions dans l'ordre. D'abord, sur la communication des champignons. C'est exactement là où je voulais en venir, la communication des plantes. Étant en contact avec les plantes, le champignon est aussi en contact avec les arbres. Imaginons que vous aviez un vieil arbre chez vous, un arbre qui serait centenaire ou qui serait multicentenaire. Quand un arbre rencontre une maladie ou un agresseur, une petite chenille qui va arriver, l'arbre va apprendre petit à petit à lutter, à changer un petit peu la dureté de la surface de sa feuille ou en mettant un peu plus de tanin pour se rendre un peu moins digeste. Il va trouver quelle est la meilleure façon de lutter contre cet envahisseur. Et il va se souvenir de cette information. Ainsi, si quelques dizaines, centaines d'années, le même envahisseur revenait, il va se souvenir de la formule pour lutter contre l'envahisseur. Et donc, il va édicter, créer un petit message chimique pour prévenir l'ensemble de l'arbre. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'un arbre, ce n'est pas un seul individu. L'arbre, si vous prenez l'ADN d'une branche d'arbre et l'ADN d'une autre branche du même arbre, et que vous avez les capacités de l'analyser, ce qui a été fait, on se rend compte que ce sont deux individus différents. C'est les particularités de l'arbre, c'est être un ensemble d'individus qui fonctionnent ensemble. Il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas sur l'arbre. Et donc, une branche sait comment lutter contre cet envahisseur et donc va édicter ce message chimique et va envoyer ce message chimique dans tout l'arbre. Mais ne va pas édicter le nombre de messages suffisant pour prévenir la communauté de l'arbre, mais 1000 fois. C'est-à-dire que s'il y avait 950 branches et qu'il fallait 950 messages pour prévenir tout l'arbre, eh bien l'arbre en édicterait 1000 fois plus. Pourquoi? Parce que lors de ces échanges avec les champignons, ce message va se répartir dans toute la communauté. Et si vous avez un blé qui pousse dans un champ qui respecte la vie des champignons, et donc ce blé va être mycorhizé, eh bien ce blé va apprendre au travers de l'arbre, avec un jour de décalage, comment lutter contre l'envahisseur. Donc, les arbres communiquent de multiples façons, les plantes communiquent de multiples façons, mais communiquent également de façon très efficace, avec un jour de décalage au travers des champignons. On estime que, la majorité, un Français, excusez-moi pour le terme, mais un Français moyen utilise 600 mots de vocabulaire. Un arbre moyen utilise 2000 mots de vocabulaire. Donc, ils ont beaucoup de choses à se raconter. Qu'est-ce qu'ils se disent? On n'en sait qu'une partie. Bref, il y aurait plein de choses à dire sur ce sujet, mais je ne vais pas rentrer dans trop de digression. Tout ça pour dire que on ne sait pas comment ça fonctionne. Souvent, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et donc, on utilise des techniques sans connaître les tenants et les aboutissants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire ce survol du fonctionnement du sol dans sa globalité pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et voir que tout est relié. Il n'y a pas juste une plante d'un côté et une plante de l'autre.
le problème que nous avons, c'est que quand on fait des études scientifiques, ou nos ingénieurs, quand ils étudient les plantes, c'est compliqué pour eux de pouvoir tout étudier en même temps. C'est pas possible de pouvoir tout étudier en même temps. Et donc, on a pris petit à petit chaque élément séparé les uns des autres. Et de même, c'est pour ça que 60% des tomates françaises sont cultivées sous serre sur lit de laine de roche, hors sol, parce que c'est impossible pour un ingénieur de pouvoir vous annoncer la quantité de tomates que vous allez pouvoir produire quand il ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, c'est plus facile pour un ingénieur agricole de pouvoir vous faire pousser les tomates hors sol, c'est-à-dire dans un lit de laine roche qui est neutre, et de pouvoir choisir exactement la quantité d'éléments assimilables on met dans les plantes. Et donc, on se retrouve avec des plantes sous perfusion. Mais c'est très pratique pour anticiper, savoir quel volume on va pouvoir produire, etc. Et notre société est organisée notre société est organisée de cette façon. On a besoin de pouvoir prévoir à l'avance la quantité exacte de tomates qu'on va pouvoir produire à tel endroit. Et on a mis de côté, on est resté sur la gestion des flux et on a mis de côté la gestion des plantes en bonne santé. Et même, c'est pire que ça. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était possible que certains cancers soient dus à ce que nous manquions de certains nutriments. Par contre, je peux vous affirmer, parce que ça a été découvert et dit par des scientifiques lors de conférences, que les tomates que nous mangeons qui sont produites sous serre sont la cause d'Alzheimer. Parce qu'en fait, dans le sol, les racines des arbres vont contre les roches, s'infiltrent là où il y a des fissures et sécrètent des sucres contre la roche. Pourquoi elles font ça? Oui, je vais expliquer pourquoi l'Alzheimer. Pour vous expliquer ça, je dois revenir aux plantes. Donc, les racines viennent contre les roches dans les infructuosités et vont sécréter un sucre contre la roche. Et il va se passer la même chose que dans votre bouche si vous ne brossez pas les dents, c'est-à-dire des caries. Des bactéries vont venir pour manger ce sucre. Et ce faisant, vont grignoter la roche et transformer la roche en argile. C'est comme ça que l'argile est fabriquée sur Terre. Il va se passer la même chose dans la laine de roche fabriquée pour planter les pieds de tomates. Et je redis, 60% des tomates fabriquées en France sont fabriquées comme ça. Je dis bien fabriquées parce que c'est pas, on ne peut pas dire autre chose. Donc, la laine de roche, les exudats racinaires sucrés vont être dégradés par les bactéries. Cette laine de roche est à base d'aluminium. Donc, ça va faire un dérivé d'aluminium dont j'ai oublié le nom. Et le nom exact n'est pas forcément pertinent, mais si vous le souhaitez, je pourrais vous dire exactement ce que c'est. Et donc, ce dérivé d'aluminium va venir se loger dans les graines des fruits de tomates. Et nous les mangeons. Donc, nous mangeons des fruits et légumes qui sont sans goût. Pourquoi? Parce que les goûts viennent de ces micronutriments. Les saveurs viennent de ces micronutriments. C'est pas pour rien. Si les fruits comestibles ont bon goût et que les fruits qui sont des poisons ont des mauvais goûts, c'est pas pour rien. Le Dieu créateur qui a fait ça ne l'a pas fait par hasard. Si nous mangeons un fruit qui a du goût, nous mangeons un fruit qui a des nutriments. On s'est rendu compte en étudiant, en comparant des tomates cultivées dans un potager qui fonctionnait en permaculture et des tomates du commerce, qu'il y avait 50 à 60 fois plus de nutriments dans une tomate cultivée dans un potager. C'est-à-dire qu'il faudrait manger 50 tomates pour avoir la qualité nutritive d'une seule tomate du potager. Et pourtant, à la fin du repas, vous avez la même faim. C'est-à-dire que si vous avez mangé à satiété des tomates du jardin ou des tomates sous serre, ça fera le même effet dans votre estomac. Vous aurez l'impression d'avoir mangé, mais vous ne serez pas alimenté.
aurez mangé des fruits qui viennent de plantes qui sont sous perfusion. Nous-mêmes, nous pouvons vivre avec une perfusion de glucose. Nous n'allons pas être en bonne santé, mais nous pouvons survivre. Voilà, sur ces bonnes paroles. Alors, quelqu'un a posé la question du fumier. Non, le fumier de cheval, c'est très bon. Il n'y a pas de problème pour le potager. En fait, tous les apports que nous allons pouvoir faire sont bons. Tout après est une question de quantité. Est-ce que vous avez encore des questions sur les choses que je viens d'aborder? Je vérifie l'heure qu'il est. Ok. Pas de questions sur le chat? Alzheimer, t'en as parlé? Oui. Ok. C'est bon. Quand introduire le compost? Eh bien, il y a une question dessus sur? Je n'ai pas encore de fumier mûr. Est-ce que je peux mettre du compost de mûr? D'accord. Alors, l'idéal, je vais vous dire l'idéal, et après je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. L'idéal, c'est de faire tous nos apports à l'automne. C'est-à-dire à l'automne, ça serait le moment idéal pour apporter sur nos zones de culture, celles qui ne sont pas destinées à la culture d'hiver, mais celles qui sont réservées pour les cultures plus d'été. L'idéal serait d'apporter toutes les matières organiques que nous pouvons. Du broyat de branches, du fumier, du compost, qu'il soit mûr ou pas, de l'herbe, toutes les matières organiques que nous pourrions trouver. Et recouvrir ça de paille et laisser ça tout l'hiver. Ce qui va se passer, c'est que tout l'hiver, quand on fait un apport important et conséquent dans une certaine matière, on crée un déséquilibre dans le sol. Et le déséquilibre n'est pas du tout opportun pour la vie organisée du sol et pour nos plantes. Donc l'idéal, c'est de le mettre dans les périodes où nous ne cultivons pas, ce qui laissera au sol la possibilité de prendre le temps de digérer tout ce que nous lui avons apporté et de trouver un certain équilibre. De plus, le fait d'avoir posé toute cette matière organique au sol va faire que la vie du sol ne va pas s'arrêter de tout l'hiver. Si nous avons une couche suffisante, le sol ne va pas descendre en dessous de zéro. À zéro, la vie du sol s'arrête. Les vers de terre, par exemple, imaginons la surface du sol est à ce niveau-là. Et le ver de terre va se mettre exactement à l'endroit où il y a le zéro, le degré zéro. Parce que c'est à l'endroit où lui peut se mettre en pause et c'est à cet endroit-là que lui, il peut se mettre en pause et ne rien dépenser, juste hiberner. S'il y a un gros coup de froid et que le froid descend, hop, il va descendre et il va se remettre au zéro. Si le froid remonte, il va se réveiller et se mettre à zéro. Toujours à zéro. Et si votre sol est bien protégé, la température dessous peut ne pas descendre en dessous de zéro. Et donc, il va travailler. C'est pour ça que chez moi, ayant laissé mon ver de terre travailler tout l'hiver, et tout l'automne, et tout le printemps, quand il était venu le temps de planter mes pieds de tomates, je pouvais enfoncer mes deux mains dans cette terre qui était totalement meuble, parce que tout la microfaune avait travaillé tout l'hiver pour moi gratuitement. Mais vous allez me dire, aujourd'hui, c'est plus l'hiver. Donc, on ne va pas pouvoir faire d'apport massif directement sur la terre. Si nous le faisons, si nous faisons un apport de compost mûr, donc qui a plus de 6 mois, si nous faisons un apport de terreau, il n'y a pas de problème. On apporte un matériau qui est neutre, qui est déjà totalement décomposé, qui ne pose pas de problème de déséquilibre. Par contre, si nous apportons une matière fraîche, cela peut créer des déséquilibres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais c'est dans certaines conditions bien spécifiques. Si vous avez
voilà, si au sortir de ce partage, vous voulez m'exposer là où vous en êtes, ce que vous avez déjà commencé à faire, etc., faites-le moi par mail et je prendrai le temps pour vous répondre. Mais maintenant, vous allez me dire comment je peux faire, moi qui n'ai rien fait encore. J'ai de l'herbe devant moi. Bon, on va tricher. On va tricher. On va faire un compost accéléré et cultiver là-dessus. C'est-à-dire que vous avez dû le voir, ou en tout cas, vous pourrez le trouver assez facilement je pourrais vous envoyer une vidéo si ça vous... Oui, je vous enverrai une vidéo pour vous expliquer comment fonctionne la zone de culture en lasagne. On va poser au sol directement sur l'herbe du carton. Pourquoi du carton? Parce que c'est une matière qui va permettre d'étouffer les herbes qui sont en train de pousser. Pas besoin de couper avant, juste on écrase cette herbe. Cette herbe va mourir, va être digérée par les vers de terre. Et les vers de terre vont très rapidement s'attaquer au carton, parce que le carton, c'est quelque chose c'est presque une sucrerie pour eux. Ils aiment beaucoup le carton. Voilà, bref. Par-dessus, nous allons alterner les couches de matière organique brune, qui sont des matières carbonées, donc des feuilles, du broyat de bois, du foin, de la paille, et des matières organiques vivantes, donc de l'herbe coupée, des légumes, des épluchures, etc., du fumier, du compost, et on va alterner les couches. Et on va finir par une petite couche de terre et de compost. On va laisser ça 10-15 jours. À chaque fois, on va bien arroser pour mettre beaucoup d'eau. Et ça va commencer à bien se décomposer. Et ça va créer une sorte de compost. Et à travers ce compost, nous, on va planter nos légumes une fois que la température sera redescendue. Parce que les bactéries vont se développer à fond pendant les premiers jours. Et donc, au bout de 10-15 jours, la température est redescendue, on peut planter directement. Et donc, nous allons planter dans ce compost. Et au fur et à mesure de la saison, ce compost va diminuer parce qu'il va se faire, en fait. Et la liaison avec le sol va se faire. Et nous allons pouvoir cultiver au début hors sol, mais très rapidement en contact et en continuité avec le sol. Ça permet de lancer une culture au dernier moment assez facilement. Cette culture peut également se faire en pot ou en jardinière. Voilà, ça permet d'avoir tout ce mélange de matières organiques carbonées et azotées, donc les matières brunes et les matières vertes, donc carbonées et azotées, vont se mélanger. Parce que pour faire un bon compost, pour ceux qui ont un composteur, souvent on y jette beaucoup de matières azotées. Donc on pourra faire la liste une prochaine fois des matières carbonées et des matières azotées. Et on ne met pas assez de matière carbonée parce qu'on n'en a pas sous la main. Donc des feuilles, du carton, du broyat de branches, etc. Mais quand on équilibre bien, ça permet de créer un compost accéléré et que les nutriments, dès qu'ils sont dégradés et rendus assimilables, hop, ils sont absorbés par nos plantes. Donc on peut rapidement avoir les nutriments pour nos plantes. Mais si... Oui, je vous transmettrai par mail la liste des matières, le tableau des 2 matières. Ça, c'est la version et celle que je vais vous proposer pour tous ceux qui n'ont pas prévu de potager avant ces dernières semaines et qui se retrouvent sans zone de culture. Ça va être le moment le moyen le plus facile et le plus rapide de pouvoir faire un potager quand même. Mais pour excusez-moi, je perds le fil quand je lis les questions. Alors, j'en étais où? Il n'y a pas de souci, Mimi. Oui, pour un potager pérenne, on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner en
en boost chaque année. Il faut qu'on arrive à un moment où on a un sol qui fonctionne en autonomie. Je vais arrêter de lire les questions, je reviendrai à chaque fois après sur les questions. Ça me perturbe trop. Mais vous avez raison, continuez de poser vos questions, il faut. Donc, quand on fait une formule boost, vous allez voir, c'est quand même du travail. Et le but, c'est d'avoir un fonctionnement normalisé qui vous demande peu de travail. Moi, mon but, c'est pas de vous obliger chaque année au printemps d'aller chercher du fumier, d'aller chercher de la paille, d'aller chercher des quantités d'aller chercher des quantités de jeunes branches à broyer, etc. On peut le faire une année, mais on ne va pas se fatiguer à faire ça chaque année. Donc, ce qu'on fera, c'est que en septembre prochain, sur ces zones de culture, eh bien, on fera un apport massif, mais en priorité de matière carbonée. C'est exactement ce que fait la forêt. À la fin de pendant l'automne, toutes les feuilles tombent. Et ces feuilles, c'est de la matière carbonée. Si on faisait ce gros apport en matière carbonée au début du printemps, on aurait un souci. Pourquoi? Parce que pour dégrader du carbone, on a besoin d'autant d'azote qu'on a de carbone. Donc, pour dégrader toutes ces feuilles mortes, il va falloir beaucoup d'azote. Et si ça se passe l'hiver, quand les plantes ne sont pas en train de vivre, il n'y a pas de plantes qui se consomment de l'azote. Donc, la vie du sol va utiliser l'azote qui est disponible et va dégrader cette matière qui a été déposée par les arbres. Et au printemps, cette matière carbonée a été assimilée, elle est en train de structurer le sol, et on a un sol qui est prêt à repartir, qui a de l'azote qui est disponible pour nos plantes. Donc c'est ça que nous allons faire. À partir de l'automne prochain, à chaque automne, on va récupérer des petites branches d'arbres, on va récupérer, qu'on va broyer, qu'on va épandre, on va récupérer des feuilles, on va faire ce que fait la nature dans la forêt, sauf qu'on va le faire dans nos jardins. Et si nous avons des pelouses avec des arbres, eh bien, vous avez l'habitude de ramasser ces feuilles et de vous en débarrasser. Et là, on va les garder précieusement et on va les épandre sur nos zones de culture parce que ainsi, on va pouvoir continuer à structurer notre sol d'année en année. Et nous n'aurons plus besoin que de deux choses. Continuer à faire cet apport massif de matière carbonée à l'automne, mais on l'aurait fait de toute façon. Ramasser les feuilles, c'est quelque chose que nous faisons de toute façon. Et si nous n'avons pas assez de feuilles, nous trouverons des producteurs de paille pour compenser. Pour information, une botte de paille, ça coûte entre 2 et 3 euros. Si on trouve des producteurs, on peut même essayer de voir avec eux s'ils n'ont pas de la paille ou du foin déclassé. Ce sont des bottes qui ont pris l'humidité parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de les rentrer ou parce qu'ils n'avaient pas de place ou pour quelque raison que ce soit, elles ont pris l'humidité. Donc elles ne sont plus utilisables pour les animaux. Mais nous, ça ne nous pose aucun problème que ces bottes de paille aient reçu de l'eau et commencent à se décomposer. Ce n'est pas du tout un problème. Donc nous allons pouvoir les épandre sur nos potagers. Donc ça, c'est ce que nous allons faire l'automne prochain. Et ceux qui ont déjà un potager qui fonctionne, qui sont déjà dans la terre, qui fonctionnent déjà correctement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi apporter une dose de paille, mais là, cette paille ne va pas être dégradée. Elle va être dégradée plus lentement. Et elle va servir surtout à apporter une couverture protectrice pour la terre et pour les plantes. Si on ne paille pas nos sols, on perd 90% de l'eau. Si nous paillons nos sols, nous gardons ces 90%. Et s'il nous manquait un petit peu d'eau, les champignons se chargeraient d'aller chercher un petit peu d'eau, le peu d'eau qui manquerait à nos plantes. Mais s'il manque 90% de l'eau, si 90% de l'eau s'évapore, les champignons ne pourront pas subvenir aux besoins de nos plantes en eau. Donc nous allons devoir arroser ou laisser nos plantes mourir. Voilà les raisons du paillage. Donc je vais aller sur les questions et rester sur les questions. Il faut que tu remontes jusqu'à la question de Florence. Alors je dois remonter jusqu'à la question de Florence. Je vais t'arrêter là en fait. Est-ce qu'il n'y a pas de besoin particulier selon les plantes cultivées?
Donc, c'était quand tu parlais des différentes couches. D'accord, j'en vois encore un peu plus haut. Donc, quand introduire le compost au pied des tomates, des curcubitacées. Donc, le compost, s'il est bien mûr, on peut aujourd'hui l'installer si on est en culture classique. On peut également rajouter, ça répondra à une autre question qui vient un peu plus loin, on peut rajouter, une fois qu'on a planté, j'écoutais un maraîcher qui expliquait que lui, il récupérait du terreau dans les déchetteries, donc du terreau qui n'est pas de très très bonne qualité. Mais il l'épandait au pied de ses tomates et au pied des curcubitacées, en fait, de tout ce qu'il plantait, parce qu'il s'est rendu compte que les escargots et les limaces n'aiment pas trop se balader sur le terreau, sûrement parce que physiquement, c'est pas agréable pour elles. En tout cas, ça réduisait les problèmes qu'il avait avec les escargots et les limaces. Ça, c'est un sujet qu'on verra un peu plus en profondeur samedi prochain. Par rapport aux engrais verts, eh bien, si on a semé des engrais verts, c'est tout simple. Si on a besoin de planter, eh bien, on les couche à l'endroit. Alors là, je parle, on n'est pas sur le maraîchage, on est bien sur des engrais verts qui ont été faits pour. Si vous êtes agriculteur, enfin, ou maraîcher et que vous faites des engrais verts à côté, le fonctionnement d'un potager et celui d'un maraîcher est différent. Donc, dites-le moi en message et on pourra en discuter. Mais pour quelqu'un qui a un potager qui a semé des engrais verts, eh bien, soit c'est un engrais vert dont la graine ne sera pas dérangeante, c'est-à-dire que par exemple, si votre engrais vert c'est du trèfle, le trèfle n'est pas du tout envahisseur et n'est pas du tout un problème. Eh bien, on peut laisser ces engrais verts aller jusqu'au bout, à la floraison, etc. Si on veut planter à l'endroit de l'engrais vert, c'est pas un problème. On ouvre le sol, on met nos plantes. Au passage, on abîme ces engrais verts, on les couche au sol et ils vont se décomposer et il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, si c'est des engrais verts qui sont un peu plus invasifs, il faut les couper ou les coucher au moment de la floraison. Alors, les couper ou les coucher, quelle est la différence? Moi, je conseille plutôt de les coucher parce que ça va permettre qu'ils meurent petit à petit et donc qu'ils apportent leurs nutriments petit à petit à notre potager. Si on les coupe, on va faire un coup de boost qui n'est pas forcément un souci, mais voilà, c'est toujours un peu mieux il vaut mieux viser l'apport nutritif constant que les coups de boost. Donc, comment préparer son sol du coup? Je pense que j'ai répondu à la question. Si je n'ai pas été assez clair, on peut reposer la question. Quelqu'un qui me disait, c'est comme du gavage. On donne une quantité de nourriture en très peu de temps. Oui, c'est ça. Sauf que c'est très mal vécu. C'est très mal vécu par le sol. Un gros apport de nourriture d'un coup va déséquilibrer tout le fonctionnement. Et donc, si vous avez des plantes qui fonctionnent, qui sont en train de pousser avec un sol déséquilibré, c'est un nid à maladie. C'est le meilleur moyen de les rendre malades. C'est le meilleur moyen de les rendre sensibles. Donc, les apports en quantité à l'automne. Donc, si vous avez des chevaux et que vous avez des poules, vous voulez pouvoir réutiliser tout ça, soit on l'utilise dans des lasagnes, soit on met ça à l'automne. Cette année, j'essaye la culture en lasagne en pot. J'espère que ça va marcher. Il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. David a regardé la vidéo sur les lasagnes. La seule question, c'est l'épaisseur des couches. Combien d'épaisseur? Eh bien, entre 5 et 10 cm pour chaque matière. Et après, tout dépend de la quantité de matière. David, lui, il a la chance de pouvoir avoir et du fumier de cheval et de la paille avec ses voisins. Et donc voilà, le but, c'est de faire plusieurs couches, c'est de recommencer. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas des besoins particuliers selon les plantes cultivées? Alors, si, mais on ne les maîtrise pas
Et de toute façon, ça ne change pas les recettes. Dans notre potager, on va voir un petit peu comment positionner chaque plante, mais chacune des plantes que l'on met au potager a des besoins différents. Et donc, c'est justement là-dessus qu'on va jouer. C'est qu'on va faire le même régime pour tout le monde, mais comme on va planter des plantes qui sont de familles différentes les unes à côté des autres, elles ne vont pas avoir les mêmes besoins au même moment, ni à la même profondeur racinaire. Donc, on va avoir un fonctionnement équilibré. Bon, pour ceux qui ont des semis des limaces, pour les protéger, il faut, si c'est des semis qui sont encore en pot, qui sont encore en jardinière, il faut que tu les mettes dans des endroits où les limaces ne vont pas. Si ce sont des semis en culture, il aurait été bien, par exemple, de semer juste avant des trèfles, parce que les limaces préfèrent manger les trèfles que manger tes semis à toi. Voilà. Les limaces, c'est un peu compliqué. Les envahisseurs comme ça, on va faire un cours entier là-dessus. Enfin, pas que sur ça, mais notamment là-dessus. Donc, David qui demande si maintenant son paillage est avec des feuilles mortes et du gazon, est-ce que c'est bon? Oui, effectivement. En faisant un paillage avec des feuilles mortes et du gazon, tu mélanges des matières carbonées et des matières azotées. Donc, tout va bien avec la tonte fraîche. Quand on met de la tonte fraîche en paillage, il faut juste ne pas mettre plus de 5 cm à la fois, parce que si on met des grosses quantités de tonte, ça va se tasser, ça peut faire une croûte qui empêche la libre circulation de l'air. Si on fauche de l'herbe, donc c'est du foin, là on peut en mettre en plus grande quantité parce que les grains sont grands et donc ça ne fait pas ce côté croûte, ce côté couche. Pour faire des semis en pleine terre, le paillage ne va-t-il pas étouffer les semis? Quand on fait un semis en pleine terre, on va adapter son paillage à la grosseur de la graine. Plus la graine est petite, plus on va pailler fin au début, et ensuite on va rajouter notre paillage au fur et à mesure que nos plantes grandissent. Mais si on plante des grosses graines, comme des haricots, des pois ou d'autres grosses graines comme celle-là, du tournesol, on peut les planter au travers d'un paillage qui va être plus étoffé, ça ne va poser aucun problème. Est-ce que les copeaux de bois peuvent remplacer le paillage? Oui, mais les copeaux de bois, tu fais un apport important en matière carbonée. Donc, il va falloir rajouter également des matières azotées pour pouvoir compenser cet apport. Même question pour le bois raméral fragmenté. Dans un jardin, on en met, bien entendu qu'on en met. Si vous prenez des branches aujourd'hui, et par exemple, si vous avez, comme nous, dans notre jardin, on a tout un bosquet de prunus. Et je suis en train de couper plein de branches, des rameaux de l'année, pour les mettre, pour les broyer et les épandre justement pour ces couches de lasagne. Et là, je mélange de la matière fraîche et de la matière carbonée. Si c'est du bois qui est déjà mort depuis un petit moment, il va falloir apporter la matière azotée qui va nous manquer. Donc, est-ce que tu n'enlèves pas les mauvaises herbes? Donc, les herbes indésirables, non, je ne les enlève pas, je les recouvre. Pourquoi? Parce que si j'arrache ou je coupe une mauvaise herbe, les racines sont toujours présentes. Et si j'arrache tout jusqu'à les racines, je vais abîmer les racines de ce que moi j'ai planté. Ou je vais tout retourner, ça va être un massacre pas possible, ou dans tous les cas, il va rester des racines. Donc, toute l'énergie des plantes va être concentrée pour pouvoir repousser. Donc ça, c'est si on arrache ou si on coupe. Si on plie la plante et on lui met un paillage par-dessus, elle va passer toute son énergie à essayer de se redresser. Donc, il y a quelques plantes qui arrivent, mais la majorité des herbes indésirables ne vont pas réussir à se redresser et donc vont s'épuiser et vont mourir. Oui, quelqu'un qui raconte que le marc de café va bien contre les limaces. Oui, c'est la même histoire que tout à l'heure par rapport à la granulométrie
du terreau qui vient des déchetteries, ce n'est pas agréable pour les limaces. La cendre fonctionne également, mais à la difficulté que chaque fois qu'il pleut, on peut recommencer. Les coquilles d'œufs aussi fonctionnent, comme l'a proposé David. Alors, Myriam me dit « Mon potager a beaucoup donné la première année et depuis, c'est difficile malgré les apports en compost et le paillage. Je retourne chercher de l'humus dans la forêt pour donner un coup de boost. » Oui, tu peux faire ça. Alors, si je me rappelle bien, chez toi, Myriam, on est en terre très sableuse. Donc, il va falloir vraiment travailler sur tes apports d'automne, notamment sur du broyat de branches. Et je ne sais pas si tu as un broyeur ou si tu peux t'en faire prêter un ou l'acheter à plusieurs. Mais un broyeur de branches, pour moi, est un outil indispensable. C'est un outil qu'il faut acheter à plusieurs. Ça ne vaut pas le coup que chacun ait le sien dans son garage. Le louer, tu peux aussi. Mais vraiment, essaie de trouver autour de toi, essayez de vous fédérer à plusieurs et de l'acheter parce que ça fonctionne vraiment bien. Nous, dans notre communauté, on en a un. On le fait passer et voilà, c'est des euros économisés pour tout le monde. Et donc, à l'automne, moi, je t'invite vraiment à faire le tour des arbres qui ont besoin d'être un petit peu élagués, un petit peu taillés. Je pourrais aussi vous parler des arbres trognes, les arbres qu'on peut cultiver euh, pour justement récupérer leurs branches et les broyer. Il va falloir vraiment pouvoir apporter de la structure à ton sol parce que comme tu es en terre sableuse, les nutriments sont facilement lessivés. Il va falloir vraiment structurer ce sol. Et donc, il va falloir faire un apport très important en carbone à l'automne pour pouvoir structurer ce sol et qu'il devienne efficace. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux également aller dans des expériences comme le biochar. Le biochar, c'est un charbon de bois. Alors, pour fabriquer du biochar, alors là, il faut être un bon bricoleur. Mais bon, vous pouvez connaître des bons bricoleurs, vous avez peut-être épousé des bons bricoleurs, vous êtes peut-être vous-même un bon bricoleur. Vous prenez un petit bidon, vous récupérez un petit bidon, vous voyez les bidons, les gros bidons d'huile des mécaniciens, eh bien, il va vous falloir récupérer 2 bidons, un grand et un petit. Dans le petit bidon, vous allez mettre des branches de bois, des petites branches de bois sèches. Vous allez fermer ce bidon et le mettre dans un plus grand bidon que vous allez trouer de plein de trous, que vous allez remplir de plein de choses qui peuvent brûler. Et vous allez faire le feu en fermant le bidon. Vous allez faire ce feu, donc le feu va brûler tout autour du bidon, du petit bidon dans lequel il y aura des branches. Et quand le feu sera terminé, ce que vous allez récupérer, c'est du charbon de bois. Et ce charbon de bois, vous allez pouvoir l'écraser et le rajouter pareil au printemps, à l'automne. Enfin, le charbon de bois, on peut l'épandre à n'importe quel moment, il n'y a pas de problème, c'est neutre. Mais ce charbon de bois, le charbon, c'est microporeux. Et donc, à l'intérieur, on va avoir de l'eau et des nutriments et des bactéries qui vont s'y réfugier et qui vont être disponibles pour les plantes. Donc, par exemple, justement, dans les sols qui sont plus difficiles par rapport à l'eau, les sols qui sont sableux, par exemple, les amis dont je parlais de ma sœur, l'une des choses qu'ils ont fait en plus du compost, c'est le biochar. En intégrant au compost ce charbon de bois, ils ont permis de rendre leur sol, d'augmenter la capacité de rétention d'eau des sols. Donc, ça peut être l'une des solutions. Et quand tu fais un feu de bois, quand tu fais un barbecue, à la fin, il te reste du charbon. Eh bien, au lieu de le jeter, tu l'écrases et tu le mets dans ton compost. Comme ça, quand il est dans ton compost,
il se charge en plein de nutriments et quand il se retrouvera dans ta terre, il va apporter tous ces nutriments et toute cette capacité de rétention d'eau à ta terre. Voilà quelques pistes pour améliorer la rétention des nutriments. Donc là, en attendant, on n'est pas l'automne. Donc pour cette année, oui, un bon apport d'humus. La collecte d'humus directement dans les forêts est interdite en France. Pourquoi? Parce que si elle était autorisée, des gens feraient le commerce. Voilà. Après, j'ai jamais vu personne se prendre une amende parce qu'il ramassait 2 sacs d'humus auprès de la forêt à côté de chez lui. En attendant, oui, humus et lasagne te permettront de faire une bonne culture cette année et d'attendre l'automne prochain. Est-ce que les orties macérées sont bonnes? Oui. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne pour plein de raisons. Si ça vous plaît, si vous aimez ce genre, vous pouvez chercher des vidéos, comment faire ce genre de choses. Si ça vous plaît, faites-le. Moi, je trouve que c'est beaucoup de travail pour ce que ça apporte. Je trouve et surtout, en fait, on va apporter pareil, quand vous allez répandre cet engrais, parce que c'est un engrais que vous allez faire, vous allez donner un coup de boost. Mais pour moi, ce n'est pas l'idéal parce que les coups de boost, ça crée un déséquilibre. Et on est toujours dans la recherche de l'équilibre dans le sol parce qu'on s'est vraiment rendu compte que plus on a un fonctionnement et un apport équilibré, mieux c'est. Quand on fait des apports de boosters, d'engrais organiques comme ça demande des connaissances un peu plus poussées sur quel est le moment idéal pour le mettre par rapport à la façon dont poussent nos légumes. Et comme on ne va pas se diriger vers la monoculture parce qu'on souhaite une culture beaucoup plus efficace pour un potager, on n'aura pas nos plantes qui sont toutes au même degré de pousse. Donc, en mettant ce genre d'engrais verts, on va déséquilibrer le fonctionnement. Donc, si vous avez la possibilité de ramasser des orties, on sait que les orties sont très très bonnes elles ont énormément d'apports très intéressants, notamment en phosphore. En fait, je vous passe les détails. Les orties, c'est très bon. Ben, si vous avez des zones où vous avez des orties pas loin de chez vous, n'hésitez pas à les cueillir. Protégez-vous parce que ça pique. Mais mettez-les pareil en paillage. Ça va permettre de dégrader lentement et de rendre assimilables tous les nutriments qu'elles ont tranquillement. Et donc, ça sera beaucoup plus équilibré. Voilà. Dernière question. Florence qui me demande, est-ce que les épluchures de légumes ne sont pas trop riches pour enrichir la terre? En fait, on a tous des composts. Enfin, non, on n'a pas tous des composts. Mais ceux qui ont des jardins et des potagers, souvent, on fait un compost. Parce que ça nous permet 2 choses. La première, c'est d'avoir un seul endroit où on met nos déchets et de créer du compost qu'on aime bien utiliser pour rajouter dans nos plates-bandes ou pour rajouter dans nos zones de culture ou bien à utiliser pour faire nos semis. Sauf qu'en faisant un compost, ce n'est pas la meilleure manière de dégrader les éléments parce qu'on va fonctionner beaucoup sur les bactéries qui vont dégrader ça vite et ça va faire chauffer tout. Et quand une matière chauffe, c'est qu'elle dégage de l'énergie. Donc, si elle dégage de l'énergie, ça veut dire qu'on brûle des éléments. Ça veut dire également quand on fait un compost, on va dégager un peu plus d'éléments sous forme de gaz. Ça veut dire qu'on va perdre des éléments, on va perdre des nutriments. Un formateur connu dans le milieu a même fait une vidéo un peu accrocheuse en disant « composter, c'est polluer ». Parce que c'est vrai. Le meilleur compost, c'est celui qui se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que l'idéal, c'est que ça serait, au lieu de faire regrouper tout notre compost à un seul endroit, ça serait de composter tout en surface, par-dessus ou dessous nos paillages. Mais simplement, ce n'est pas très agréable visuellement de voir des épluchures de bananes et de pommes au milieu de nos plates-bandes.
on est dans une société qui accepte pas très bien ce genre de choses. Donc certains trichent un peu en compostant directement, en soulevant leur paillage et en mettant ça dessous. Et donc, ça demande plus de temps. Moi, je n'ai pas la patience de le faire. Si vous en avez la patience, c'est le meilleur moyen de composter et c'est le meilleur moyen de récupérer tous les nutriments qui composent vos épluchures. Donc, non, nos épluchures de légumes, elles ne sont pas trop riches parce que quand on les dépose sur le sol, elles vont se dégrader lentement et vont être assimilées lentement. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le lombricompost n'a pas ce même problème parce que dans un lombricompost, ce ne sont pas des bactéries qui vont faire le gros du travail en faisant monter en température. Dans un compost, il y a tout le monde qui bosse. Les bactéries, les lombrics, les collemboles, etc. Mais comme on va mettre une grosse quantité d'un seul coup, les bactéries vont se développer et c'est elles qui vont poser des problèmes. Et si vous avez un compost qui pue, je fais une petite parenthèse, ça veut dire que il n'y a plus accès d'oxygène. Donc, ça veut dire vous avez mis trop de matière azotée, trop d'épluchures de légumes, pas assez de feuilles ou pas assez de broyat de bois. Donc, ça se compresse, l'oxygène s'en va et ce sont des bactéries anaérobies, donc les bactéries qui fonctionnent sans oxygène, qui ont pris la place et qui sont en train de putréfier votre compost. Et donc, non seulement il se dégrade mal, mais en plus, il est en train de créer des... C'est pas du pétrole, mais c'est de la même famille. J'ai oublié le nom. Mais bon, en tout cas, c'est pas ce qu'on cherche dans notre potager. Donc, si vous avez un potager un compost qui sent mauvais, ça veut dire que vous avez trop de matière azotée et pas assez de matière carbonée. Donc, en urgence, on rajoute ce qu'on a en matière carbonée sous la main. Donc, si on a des feuilles mortes, on rajoute des feuilles mortes. Si on n'en a pas, on rajoute de la paille. Si on n'en a pas, on trouve du broyat de bois. On demande à David quelle autre solution on peut trouver. Mais on rajoute et on mélange pour pouvoir retrouver un équilibre. Mais le lombricomposteur n'a pas ce souci-là parce que dans un lombricomposteur, on donne toutes ces épluchures à manger à des lombrics. Donc, ce sont les anéciques, ceux qui restent dans l'humus. Et donc, les matériaux sont dégradés par ces lombrics. Voilà, c'est la dernière question que je prends aujourd'hui, vu l'heure. Et donc, voilà. Donc, on n'a pas ce souci-là parce que dans un lombricompost, tout est dégradé à la vitesse du ver de terre. Donc, ça ne pose pas de problème de pollution, ça ne pose pas de problème de matériaux dégradés trop vite. Voilà, j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. J'espère que ça a été instructif. Si vous avez des questions et que vous voulez me parler un petit peu des spécificités de vos potagers et quels sont vos soucis, n'hésitez pas à m'envoyer ça par mail, que je puisse prendre le temps d'y répondre. Si je ne vous réponds pas tout de suite, ça veut dire que je prendrai le temps d'y répondre samedi prochain. Si je vois que certaines de vos questions sont urgentes, j'y répondrai dans la semaine. Si c'est des questions qui peuvent attendre samedi prochain, je les listerai et je les organiserai pour les intégrer au prochain cours. Si vous pensez que ce genre de cours peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à en parler autour de vous, leur demander de m'écrire. Je leur transférerai l'audio de ce soir et je les inscrirai pour samedi prochain. Voilà, merci à chacun. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi des retours par mail pour si vous avez des suggestions. Voilà, n'hésitez pas, tous vos commentaires et retours sont bienvenus. À bientôt.